Merci d'être aussi nombreux pour ce premier rendez-vous. Rendez-vous du Smart Retail organisé par Carmila, la société des centres commerciaux Carrefour. 1, 2, 3, 4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing 5, 10, gonna do it right and do it again, yeah. Alors aujourd'hui on s'intéresse à la micro-influence, aux social media. Comment peuvent-ils attirer les clients dans les points de vente, dans les points de vente physiques évidemment. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me. On considère qu'il y a entre 50 000 et 100 000 influenceurs en France. On cherche à travailler avec des influenceurs qui ont du talent et qui correspondent à nos valeurs. Bien évidemment, il y a beaucoup d'influenceurs qui sont presque à 500 000, 1 million, donc on les considère comme l'élite et les top influenceurs. Les micro-influenceurs, à une époque, on considérait que c'était des gens qui avaient entre 1000 et 10 000 followers. Aujourd'hui, dans la littérature plutôt américaine, qui est le marché de référence, on va plutôt parler des gens en dessous de 50 000, 100 000 followers. Et c'est vrai que quand on voit un peu le périmètre, voilà, tous les influenceurs actuels, les gros influenceurs, on se rend souvent compte que ces influenceurs-là essaient de toucher un peu tout le monde. Donc ils vont pas forcément avoir une identité propre. Il y a des influenceurs dans toutes les thématiques. On a des influenceurs passionnés de chevaux, passionnés de mode, passionnés de sneakers, mais on a aussi des influenceurs dans des niches. On travaille notamment avec Schneider Electric sur des influenceurs qui sont électriciens. Nous, chez Nature Découverte, on va chercher des influenceurs, donc des micro-influenceurs sur des niches. Ça peut être sur le yoga, sur le massage, sur les huiles essentielles, la naturopathie. Et en fait, pour nous, c'est intéressant parce que ces micro-influenceurs partagent plus de valeurs, ont une communauté qui a un engagement fort, et on va pouvoir communiquer des messages de façon plus efficace en fait. La micro-influence, ça possède une caractéristique principale, c'est son taux d'engagement. Là où on va avoir sur des influenceurs à plusieurs millions d'abonnés des taux d'engagement à 1% maximum, 2%. Sur les micro-influenceurs, on va avoir des taux d'engagement de 5, 10%, même 20% sur certains influenceurs. Le taux d'engagement, c'est le taux de like, commentaires, partages en fonction du nombre de followers des influenceurs. C'est justement cette spécificité, cette exclusivité qu'on va rechercher parce que les marques viennent me solliciter parce qu'elles veulent atteindre des gens fans de basket et pas en plus général lifestyle. Dès qu'il y a une passion, il va y avoir un influenceur qui va en parler. Ça sera pas, on trouvera pas d'électriciens avec 200 000 abonnés. On trouve des électriciens avec 5, 6 000 abonnés. Donc c'est là où en fait ils vont avoir une stratégie plus complémentaire. Ils vont prendre des gens lifestyle avec un gros réseau, mais aussi pour vraiment cibler les gens fans de basket, ils vont aller chercher des micro-influenceurs fans de basket pour vraiment atteindre leur cible. Le but c'est d'avoir un influenceur impliqué avec nous dès le début du projet et qui va au final être très content de participer, sa communauté va être super fière et on va avoir des taux d'engagement vraiment supérieurs. Il n'y a pas un support qui est mieux qu'un autre. Ça dépend de votre cible. On va pas toucher les mêmes cibles sur le même réseau, mais ça dépend aussi de vos objectifs. On va avoir des réseaux qui vont être très bons pour le branding, je pense notamment à Instagram. On va avoir des réseaux beaucoup plus héroïstes. On va pouvoir nous associer des liens traqués à chaque publication. On va pouvoir suivre le parcours consommateur. Ça dépend vraiment de votre ADN, de vos objectifs, de votre cible. Il n'y a pas une solution parfaite pour chacun. Il y a des milliers de solutions et il faut faire une vraie analyse stratégique créative pour trouver la bonne. YouTube par exemple, pour moi c'est un réseau qui est assez généraliste et qui va avoir une dimension où on va pouvoir chercher des influenceurs qui vont par exemple faire du do it yourself, qui vont montrer des choses qui vont être dans l'action. Sur Instagram, donc là on a une cible qui est un peu plus jeune, qui est très visuelle. Donc ça va vraiment dépendre en fait de quel type de produit on veut mettre en avant, quelle est la cible, s'ils sont plus ou moins jeunes. Par exemple Facebook, ça sera être plus généraliste, le blog, ça sera aussi peut-être des cibles qui sont un peu plus âgées. Et on a aussi Snapchat, où là on va aller chercher des plus jeunes. Chaque support a sa vocation, ses avantages. Il faut, je pense, le traiter de manière adaptée. Faire du jeu vidéo sur Instagram, ça n'a pas de sens. On a fait véritablement stimuler Instagram dès lors qu'on a commencé à mettre en scène des produits dérivés. Et là, on est parti effectivement dans quelque chose qui est beaucoup plus proche de ce qu'on a l'habitude de voir sur Instagram. Par exemple, montrez-nous votre collection de Toy Pop, qui sont des petites figurines. On a eu des photos incroyables. Dans le jeu vidéo, ça n'a pas de sens. On ne peut pas mettre des boîtes.
Donc là, par contre, effectivement, c'est du YouTube, c'est d'autres supports qui sont plus adaptés. Le tout, c'est d'être légitime là où on le fait, c'est le plus important. En fait, chaque support a vraiment sa vocation et chaque support est très évolutif. C'est qu'il y a des nouveautés tout le temps, donc tout ça est très vivant et c'est heureux. Et ça, et dans ce que l'on met en œuvre, il y a toujours cette combinaison entre une dimension nationale. Alors il y a il y a des grandes écuries au niveau de l'influence. Et des réseaux sociaux avec lesquels on travaille sur des opérations vraiment globales, transversales, des gros temps forts avec des gars qu'on rémunère là pour le coup. Et puis après il y a la notion locale qui est intéressante. Si on balise un petit peu la notion de parcours client, notre objectif c'est que ça parte de campagne nationale et puis que ça se traduise à un moment donné dans les magasins. Carmila est propriétaire des centres commerciaux Carrefour en Europe et donc notre objectif c'est bien d'aider les différentes enseignes qui sont chez nous, les Sephora, Micromania, Nature et Découverte et autres, à faire venir dans leur point de vente pour développer le chiffre d'affaires. Donc notre axe, il est en fait d'activer notre communauté locale au service de ces enseignes. Donc on vient ajouter une dimension de marketing local au marketing national très fort des différentes enseignes qui sont chez nous. C'est très important d'avoir une stratégie globale nationale où les plus gros événements vont sûrement se passer à Paris, mais aussi une stratégie locale. Et évidemment, dans cette logique-là, la micro-influence a tout son sens puisqu'on va venir activer la communauté locale de clients qui viennent historiquement fréquenter nos centres commerciaux. On sait qu'il y a des liens de confiance très étroits entre les clients et leur centre commercial préféré. Et donc, on utilise la micro-influence pour faire venir, niche par niche, dans les points de vente. Moi, le local, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Et puis, c'est aussi grâce aux gens qui nous suivent qu'on a la chance de faire ce métier. Parce que maintenant, du coup, c'est un métier. Et le local, je trouve que c'est vraiment très important. Et c'est vrai que c'est aussi plus facile de mesurer quand on est au niveau local qu'au niveau national, quoi. C'est intéressant d'avoir cette notion d'expérience et d'y associer derrière toute l'activation qu'on peut avoir avec l'influenceur et les réseaux sociaux, pour faire en sorte que derrière, il y a un rayonnement qui va au-delà du centre, qui permet de recruter, faire venir forcément dans un premier temps, et puis ensuite derrière de pouvoir viraliser et donner de la visibilité à quelque chose qui finalement était local, mais qui du coup a une portée beaucoup plus importante finalement par la suite avec l'intervention d'un influenceur. Depuis à peu près 1 an, il y a vraiment un engouement pour la micro-influence. On le voit dans tous nos centres commerciaux, qu'ils soient à Caen, à Mâcon, à Toulouse, avec à la fois soit vraiment des micro-influenceurs. À Perpignan, on travaille avec une influenceuse qui a une communauté de 2500 personnes, donc c'est pas énorme, mais on va aussi faire venir à Caen des influenceuses plus mode qui vont avoir une influence nettement plus forte. Je pense à Nolita qui est venue faire l'inauguration de notre magasin Mango. Donc on voit vraiment qu'il y a des initiatives locales qui se multiplient partout en France avec des ambitions, on va dire, variées. On voit aussi que tous les secteurs d'activité sont représentés, tous les secteurs de la mode, de la beauté, des loisirs créatifs, du jeu, donc avec des logiques qui vont être différentes à chaque fois et des communautés de niche assez faciles à activer localement et qui réagissent très très bien. Il faut prendre nos clients en permanence, sinon ils ne reviennent plus, ils vont sur Internet. Donc oui, il faut se renouveler, il faut chercher des mécaniques différentes, il faut chercher des expériences différentes. Alors je pense que selon les secteurs d'activité, c'est plus ou moins facile, forcément. Nous, des lancements de produits, c'est tous les jours, c'est toutes les semaines, c'est à foison, c'est l'actualité du jeu, du cinéma, de globalement la pop culture. Donc c'est assez facile de trouver matière. Mais après, il faut aussi surprendre dans l'expérience que l'on propose. En magasin. L'expérience, c'est un mot vraiment très important. Il faut faire vivre une expérience à vos influenceurs, pas juste les considérer, comme je disais, comme un panneau publicitaire. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas ni avec les influenceurs ni avec leur communauté. Il faut toujours penser expérience. L'expérience, c'est pas forcément un voyage à l'autre bout du monde. C'est quelque chose de différent et de différenciant parce qu'il y a beaucoup d'influence aujourd'hui. Il y a beaucoup de marques qui travaillent l'influence. Il faut savoir se différencier pour mettre en avant sa marque, pour mettre en avant ses magasins, pour mettre en avant ses produits. On est de plus en plus nombreuses, mais on est toutes différentes en fait. Et moi, je trouve que pour se démarquer, il faut vraiment être nous-mêmes et naturel et pas en faire des caisses parce qu'on peut tout le faire sinon.
Si c'est pour présenter toutes le même jour, le même produit, en faisant une story bateau qu'on nous a dicté, moi je trouve que c'est pas ce qui me plaît en tout cas. L'expérience, qu'est-ce que en fait je vais lui donner d'exclusif pour qu'elle ait envie de venir, qu'elle ait 50 000 ou 1 million de followers, c'est la même question pour toutes les influenceuses. Et qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Est-ce qu'elle va m'apporter de la communauté en local? Est-ce qu'elle va m'apporter du contenu qualitatif? Enfin, c'est vraiment selon notre envie, notre objectif de campagne. C'est comme ça en tout cas qu'on perçoit et qu'on travaille avec les influenceurs, et c'est comme ça en tout cas que les marques travaillent avec moi sur certaines activations. Et je trouve que c'est ce qui marche le mieux en tout cas pour ma part. On n'identifie jamais les influenceurs comme des panneaux publicitaires, bien au contraire en fait c'est du win-win, c'est qu'est-ce que je peux lui apporter et qu'est-ce qu'elle peut m'apporter. Je pense qu'aujourd'hui il y a deux niveaux d'action de mon point de vue, en tout cas c'est comme ça que moi stratégiquement je le regarde. C'est d'un côté de se dire ok, qu'est-ce qu'on va faire sur une dimension je dirais où il faut être clair. C'est financé, c'est payé, tout le monde le sait, les clients le savent, il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est de la pub déguisée, très bien, faisons-le propre, faisons-le bien, mais cherchons pas à faire semblant, voilà mon point de vue. Et on fait un truc sympa, marrant, ça viralise, mais tout le monde est au courant et les clients les premiers. Voilà. Puis à côté de ça, effectivement, c'est la passion qui parle. Et la passion, ça ne se contrôle pas. Et à partir de là, il faut laisser la liberté, il faut être capable de laisser les choses se faire sans forcément chercher, là pour le coup, en tant qu'annonceur, à influencer l'influenceur. Je vois jamais l'aspect panneau publicitaire. Et en fait, certes, on le voit un peu plus sur des influenceuses qui ont plus de communauté, parce que évidemment c'est leur business à temps plein, donc elles ont besoin de travailler, elles ont besoin de travailler en étroite collaboration avec les marques, et c'est sûr qu'au bout d'un moment les gens se reconnaissent un peu moins en elles, puisque à force de voir en partenariat avec le hashtag ads, forcément les gens ont besoin, on en parlait tout à l'heure, d'authenticité, de ce qu'elles peuvent apporter à une marque et pourquoi elles en parlent. Est-ce qu'elles ont eu une expérience souvenir dans l'enfance? Est-ce que c'est un produit qu'elles utilisent depuis X temps? Enfin, nous, c'est comme ça en tout cas qu'on va le voir. Si c'est une influenceuse qui parle de notre nouvelle palette make-up depuis X années, c'est évident qu'on va essayer de l'approcher, puisqu'elle aura une vraie histoire à raconter derrière. La promesse qu'on vient faire, c'est de renforcer l'engagement par cette qualité expérientielle. Et merci à vous d'avoir participé à ce premier rendez-vous du Smart Retail. Il y en aura d'autres.